Bonjour à tous. Je voudrais d'abord, bien sûr, vous remercier d'être venus ici. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux, beaucoup plus nombreux que la journée précédente qui a eu lieu en septembre. Merci à vous tous d'être là. Merci aussi d'avoir travaillé autant depuis maintenant près de 4 ans, 2009. C'est 2009 où vraiment les choses ont commencé avec cette étude faite par Éco-emballage, l'ADEME et PwC, peut-être d'autres en tout cas. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à aborder le sujet en se disant « et si on pouvait recycler tous les emballages en plastique ?» Pourquoi les recycler ? D'abord pour économiser les ressources naturelles et ensuite aussi pour simplifier le geste de tri de l'habitant. Aujourd'hui, on observe une très 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 forte hétérogénéité dans les coûts. Cette fourchette évoquée dans le rapport PwC, entre 600 et 800, est atteignable. Je dirais même que c'est un objectif. On ne pourra pas faire fonctionner l'ensemble de cette chaîne sans avoir une vraie analyse et un vrai objectif sur les coûts. C'est impossible. Ça ne se fera pas dans des conditions qui ne sont pas très exigeantes en matière de gestion des coûts. Fin 2013, Éco-emballage remettra un rapport avec des conclusions de l'expérimentation. Tout ne sera pas bouclé, mais en tout cas, beaucoup de choses le seront. Donc on travaille avec l'ensemble des fabricants de produits laitiers frais pour bien comprendre quels sont les obstacles au recyclage de nos pots de produits laitiers frais et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour éventuellement améliorer cette recyclabilité. Je suis persuadée aujourd'hui qu'il faut déjà bien concevoir les emballages pour qu'ils soient recyclables par la suite. Moi je vais continuer mon combat avec mes collègues chez Danone à faire des conceptions de plus en plus intelligentes, et quand je dis intelligentes, c'est-à-dire d'aborder la problématique du système, pas que le pot vis-à-vis du consommateur, mais vis-à-vis vraiment de la chaîne, de l'amont à l'aval et la fin de vie, donc c'est une étape à considérer. Les gens attendent une simplification. Donc l'extension des consignes de tri, c'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour savoir que ça intéresse tout le monde. Cette expérimentation venait et avait une adhésion immédiate de la population. C'est plus les élus qui sont souvent plus frileux d'ailleurs que nos concitoyens. En termes de résultats très concrets, on n'a pas un transfert massif, mécanique, du discours positif de compréhension, de pertinence de la consigne en termes de pratique du geste. Changer les habitudes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a une population qui avait ses habitudes déjà par une information depuis plusieurs années, puis d'un seul coup, on leur demande de trier à nouveau quelque chose de plus. Si la population n'est pas suffisamment informée par la communication, on peut trouver du caoutchouc, des objets, des jouets et toute autre chose. Donc là, il est important d'avoir une communication adaptée. On a une forte disparité sur l'ensemble des collectivités. Par exemple, sur les tonnages collectés, on va aux alentours de 0% à plus de 40% des tonnages collectés. Concernant les contenants, comment ça se traduit cette augmentation de tonnage ? On s'aperçoit que globalement, sur le porte-à-porte, il y a très peu de volume, très peu de rajouts de bacs qui ont été faits à l'heure actuelle. Donc on observe qu'on est plutôt aux alentours de 2% d'augmentation des volumes. Concernant l'apport volontaire et les collectivités qui sont en apport volontaire, on observe une augmentation de 6% du volume de colonnes d'apport volontaire. Alors, comment ça se traduit sur la collecte ? Donc, on a une augmentation de 17% sur le flux emballage léger. Et ceci, ça se traduit par une augmentation de 8% des temps de collecte et de 9% des kilomètres. Les résultats, ils sont alors au-delà de nos espérances, il faut être clair. On a 17% de baisse des ordures ménagères, donc en coût en moins. Les emballages, on a fait plus 28% sur ces 20 000 habitants. Et les temps de collecte, en ayant anticipé la refonte de données tournées et les kilométrages, ils ont baissé de 14% pour le temps de collecte et les kilométrages de 13%. L'évolution des centres de tri, c'est le point clé de la réussite du projet. Pas l'unique, mais c'est un des points clés de la réussite de ce projet. Trouver les bonnes organisations, faire en sorte qu'on puisse, après la collecte, avoir un plus fort taux de séparation à un coût raisonnable et se demander quel outil industriel on peut avoir en France. Le parc de centres de tri qui existe actuellement
sauf très rare exception, même avec des investissements complémentaires, à peu près un tiers du parc n'est pas capable de trier l'intégralité des tonnages correspondant à l'extension ou de pouvoir les trier en fonction des standards qui sont demandés. Donc on a une réelle augmentation du volume des produits qui sont stockés à l'entrée du centre de tri. On a une baisse de rendement de production et on a une baisse de la densité qui est en moyenne autour de 8%. Le premier gros enseignement, c'est de faire très attention sur la partie pré-tri des films pour que cette première partie de flux ne vienne pas perturber des matériaux qu'on savait recycler avant et qui font l'objet de cahiers d'échange avec nos partenaires recycleurs. On ne pouvait pas tout prévoir au début de cette expérimentation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû adapter plusieurs fois les différents centres de tri qui sont en expérimentation pour pouvoir capter les nouveaux gisements. Il n'y a pas du tout de pessimisme. Il y a quelques personnes qui ont dit « Oh là, mais tout ça est très pessimiste ». Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un vrai challenge qui est devant nous. Comment peut-on trier de façon efficace, pas trop cher et pour faire un niveau de qualité de produit acceptable par les recycleurs ? Si on nous demande de multiplier le type de résine à trier, quelque part, on va devoir en subir le coût, quoi. Donc, c'est quand même un point à prendre en compte. Vraiment, la question, c'est ça. C'est qu'est-ce qui doit être fait au niveau local, dans les centres de tri des collectivités locales? Qu'est-ce qui peut être fait dans des installations spécialisées intermédiaires qui feraient du surtri? Qu'est-ce qui peut être fait par le recycleur lui-même avant la régénération de la résine? C'est ça la véritable question. Les collectivités dans les centres de tri, vous séparez la matière. Les recycleurs dans leurs unités de recyclage continuent à séparer la matière. L'objectif étant de produire de la matière première recyclée d'un niveau de qualité suffisant pour pouvoir se substituer à de la matière première vierge. Cette expérimentation est regardée par l'ensemble des pays européens avec beaucoup de précision. Donc on pourra se dire peut-être dans quelques années que ce qu'on est en train de faire ici a changé la donne en matière environnementale un peu partout dans le monde. D'entendre les autres collectivités aujourd'hui nous dire bah voilà on en est là, voilà comment on a avancé, ça nous permet à nous de nous dire bah oui ça c'est bien, ça il faut l'améliorer, ça il faut continuer. Et c'est justement le grand intérêt de ces réunions. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai noté que les présentations étaient plus riches parce qu'il y a plus de retours d'expérience. Et j'ai noté, mais là c'est plus d'écoute, plus d'attention. C'est une belle journée de retour d'expérience, d'échange. Et donc merci Ecemballage pour organiser cette journée. L'expérimentation elle-même va se prolonger jusqu'à la fin juin. Ensuite, il nous fera le temps de faire remonter l'information, de la traiter, de la mettre en forme. Et à l'automne, Ecemballage délivrera l'ensemble des conclusions qu'on peut tirer de cette expérimentation. Prochain rendez-vous, le 17 octobre.